Donc, bienvenue à cette présentation du diagramme de classe avec le langage de Plant2ML. Donc, on va regarder aujourd'hui, puis reprendre tout ce qu'on a vu là, au dernier cours, c'est même pas la semaine passée, puis on va construire quelques petits diagrammes ensemble en utilisant tout ce qui est possible pour le diagramme de classe. On va faire en même temps un petit rappel de qu'est-ce que chacun de ces éléments-là veut dire pour être capable ensuite de travailler sur une mise en situation où je vais vous demander de créer le diagramme de classe de notre guichet automatique bancaire. Donc, on commence, encore une fois, si on va sur le site de Plant2ML. Sur le site de Plant2ML, on a les différentes possibilités. Donc, si la page est assez grosse, c'est marqué directement au-dessus. Okay? Ou sinon, quand tu es sur la page principale, tu as la possibilité d'aller voir le class diagram. Donc, c'est à partir de là qu'on peut aller chercher toutes les informations qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va passer au travers, regarder c'est quoi les différents éléments, puis après ça, on va commencer à travailler. Donc, on commence, puis je veux, si vous utilisez, puis j'ai vu beaucoup de monde qui ont travaillé pour faire marcher VS Code avec Plant2ML, il y a des snippets d'informations, okay? Donc des éléments qui nous permettent de créer le code automatiquement. Donc si on y va, puis on veut... si je commence, puis je veux partir un diagramme, hein, on sait que c'est supposé partir avec le A commercial start2ML, puis c'est supposé terminer avec le A commercial end2ML, mais avec le snippet, j'ai juste à marquer diagramme ok, puis lui ça utilise du fuzzy search pour dire ce que tu veux c'est le diagramme start en fait. Puis quand je sélectionne celui-là, ça crée automatiquement toute la prémisse de base, puis ça met mon curseur sur le premier élément qui serait quelque chose que moi, il faut que j'écrive. Donc ici, on va l'appeler test des classes. Pour se donner un petit peu plus de visionnement, on va aussi faire apparaître notre ami le diagramme, qui pour l'instant va nous dire « Ouais, il n'y a pas rien là-dedans, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu veux. » Parfait. Fait que, qu'est-ce qu'on va représenter? Ça va être, premièrement, différentes classes. Fait que ici, si je fais juste ma classe comme ça. Puis on lui donne, juste admettons, le minimum requis. Es-tu capable de me donner le preview de ça? Excellent. Donc en fait, même si j'enlève celui-là, je pense qu'il... Mon Dieu, tu prends donc bien... Ouais, c'est ça, il n'aime plus ça maintenant. Fait que on va commencer avec juste le principe de... OK, on va regarder les différentes associations possibles. Donc le principe là, pour l'instant, on va juste utiliser des noms de classes. OK, donc le restant derrière, les différentes propriétés, les différents attributs, on va regarder ça dans quelques instants, mais là je veux juste commencer avec les différentes relations possibles. Donc on a l'association pure, qui est comme la dernière fois, on utilise les deux tirets pour représenter l'association. Ensuite, on a la possibilité d'avoir l'extension, hein, donc qui est utilisée dans la généralisation. Donc puis on va mettre la petite flèche. Comme ça. Donc, avec la flèche, donc qui est utilisée avec le plus petit que suivi d'une barre verticale, on peut représenter la généralisation, la spécification, l'héritage. OK? Donc, c'était la flèche pleine, c'était la flèche fermée mais vide. Hein? Donc, on se souvient de ça. On a la possibilité aussi d'avoir l'agrégation. Hein? Donc, on avait vu les deux types d'agrégation, l'agrégation partagée puis la composition.
Donc, pour l'agrégation partagée, qui est une agrégation faible, on peut utiliser le O. Donc, avec le O, ça me permet d'avoir une agrégation faible, une agrégation partagée, donc le losange, le diamant vide. Si on veut avoir une composition, ben là, on va utiliser... puis ici, juste pour démontrer... Encore une fois, le principe ici, c'est que si tu utilises les mêmes noms de classe, hein, lui, il va reconnaître qu'il faut que ça aille vers le même item dans la table. Donc, lui, il va nous permettre de dire, ben, j'ai un agrégat, puis j'ai l'inclusion faible, puis la même classe a une inclusion forte, puis on a les deux qui sont disponibles. Donc, on a les différentes relations possibles. On a aussi... si on se donne un petit peu plus de place. Les flèches ouvertes, hein, qui me permettent de donner la direction. Donc, la flèche ouverte. J'utilise le plus grand que, puis évidemment, les différents éléments, je peux les utiliser dans les deux sens. Donc, ça va dicter dans quel sens je vais avoir les informations. Donc, j'aurais pu inverser la flèche de bord en la mettant de l'autre bord. Puis, la flèche va juste pointer vers le départ. Ici, on utilise le sens de la flèche pour dicter un peu comment est-ce que notre diagramme va être représenté. Donc, par défaut, ce qui va se passer, c'est que le diagramme va avoir une représentation top-down. Ça veut dire qu'est-ce qui est à gauche se retrouve au top, puis qu'est-ce qui est à droite va se retrouver plus bas. Donc, dépendamment de comment je veux modifier, faire représenter mon diagramme, je peux utiliser ces éléments-là pour avoir un contrôle sur la disposition de mes différentes classes. Parfait. Ici... Y en a-tu d'autres qu'on avait besoin? On avait besoin aussi du pointillé. Donc, le pointillé utilise le 2 points à la place des 2 tirets. Donc, on utilisait ça pour faire des classes associatives. On va voir comment faire le lien entre deux éléments dans quelques instants. On peut ensuite utiliser, donner des étiquettes sur les liens qu'on a représentés. Donc, les étiquettes vont me permettre de donner le nom okay, du lien, de changer aussi la multiplicité du lien, puis de pouvoir donner les rôles aux besoins. Donc, ici, on y va avec ça. Attends une seconde. OK. Si on commence, puis on regarde ça. On va voir ici. On a un lien de multiplicité. OK. Donc, si on zoome in un petit peu sur cette partie-là. Non. Zoom in. Comme ça. On peut voir les éléments qu'on avait besoin. Puis on peut aussi donner un nom au lien en utilisant le 2 points ainsi.
Donc, on est capable de représenter cet élément-là. Parfait, parfait. On est capable, dans le nom de la relation, d'avoir le sens de la relation. Donc, on est capable d'avoir une petite flèche qui va être capable de construire la flèche. Donc ici, ça dit que ça va de la gauche vers la droite, de la classe 1 à la classe 2. Lui utilise cette direction-là pour être capable de construire dans quel sens va aller la petite flèche. Donc ça nous permet de faire ça. Ensuite, quand je veux aller avoir les éléments à l'intérieur de la classe, ce que je vais utiliser, c'est en gros presque la même nomenclature que si j'aurais à définir la classe pour de vrai. Donc, on peut déclarer des espèces de blocs qui vont représenter la classe, toutes ses propriétés, puis toutes ses méthodes à l'intérieur. Donc, encore une fois, si vous utilisez Visual Studio Code puis que vous avez installé l'extension de PlantUML, on a dans les snippets de code la définition de la classe qui va un peu te dire tout ce qui est possible avec cette classe-là. Donc on va zoom out un petit peu juste pour mieux voir cette classe-là. Fait que je peux voir ici en gros pas mal tout ce qui est possible par rapport à l'utilisation d'une classe, puis qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur. Donc on a un bloc qui commence avec le mot-clé classe. Je peux dans le besoin, oups, je ne voulais pas le cacher. Je peux dans le besoin même mettre la classe abstraite qui va me donner ici, je l'avais dessus. Ah, juste le mot, pour pas qu'il soit en petit. Qui va me donner ici l'icône de A à la place du C. Ok, donc le PlantUML utilise sa propre iconographie pour mieux représenter les différents éléments. On peut aussi avoir, je pense que c'est énumération. Je pense que c'est ça le nom, c'est juste enum. Je pense que c'est juste enum. Je l'ai dessus correctement. Ou j'ai oublié quelque chose. Ah, enum, il n'y a juste pas besoin de rien d'autre. On le verra tantôt. Fait que pour l'instant, on a juste les classes. Je pense aussi qu'il y a interface qui est possible à la place de classe pour avoir un autre petit icône de disponible. Mais si on commence à aller voir, si on revient, tous les éléments, donc on a les différentes propriétés. Donc on se souvient, les différentes propriétés ont un paquet de choses disponibles, mais on a habituellement au moins le type, suivi du nom de la propriété, suivi du nom de l'attribut. À gauche de ça, on peut avoir la visibilité de cet élément-là. Donc on avait le plus pour le public, le moins pour le privé, okay, le protected, puis le package. On peut voir que dans PlantUML, ces différents éléments-là sont représentés par des icônes de différentes formes et de couleurs. À partir de là, on peut rajouter différents éléments. Donc, on a le mot-clé statique qui peut être ajouté. On peut voir ici que ça souligne l'élément. On peut avoir le mot-clé abstract qui fait en sorte que c'est en italique. Okay? Puis à partir de là, ben, c'est le même principe que d'habitude les différentes énumérations qu'on peut avoir.
Parfait. Ok, ici on peut voir que, dépendamment de l'icône, si c'est pour un attribut, c'est des icônes vides, si c'est pour des méthodes, c'est des icônes pleins. Donc, quand tu regardes l'élément, tu peux le voir. Tu peux aussi le forcer à utiliser les symboles à la place des icônes. Quoique, tu sais, j'aime mieux les icônes, là. Ils sont chill, les icônes. Fait qu'on peut voir ici, on a une option qui est le Class Attribute Icon Size à 0. Ça fait en sorte que ça fait réapparaître la syntaxe pure à la place. Donc, ça, c'est pas mal qu'est-ce qu'on avait. On a aussi la possibilité de rentrer du texte à l'intérieur. C'est pas quelque chose que je vous conseille d'avoir, fait que on peut sauter un petit peu par-dessus. Puis ensuite, on a la possibilité, encore une fois, de rajouter des notes. Hein? Donc, en passant, c'est utile des notes parce que des fois, ça va pouvoir vous permettre de spécifier votre pensée de conception. Donc, si vous êtes, admettons, en train de travailler sur votre diagramme de la bibliothèque, puis vous dites, OK, ben cette représentation-là marche juste si on considère tel élément. Mais cette information-là est pas dite spécifiquement dans la mise en situation. Fait que toi, tu peux l'ajouter comme note pour dire, ben cet élément-là, ça l'assume tel comportement ou telle sous-situation. Donc, pour être capable de travailler avec les notes, on peut y aller avec fait que la note a l'élément note, la position de la note par rapport à l'élément où tu veux avoir la note. Ensuite, on a le 2 points, puis le texte de la note. Fait que ça nous permet d'avoir des notes à l'intérieur. Les notes, tu peux avoir des tags HTML à l'intérieur, si tu veux des choses en bold, d'autres couleurs, et ainsi de suite. Mais habituellement, juste le texte, c'est bien en masse. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça ensuite? Ok, donc pour les énumérations, c'est directement le mot-clé enum. Puis mettons qu'on reprend. Wow. Je veux pas de séquence, comme ça. Donc si on reprend l'énumération, on peut voir que c'est le mot-clé enum, puis on a le beau sig E, on a les différentes énumérations à l'intérieur, puis maintenant ça peut devenir un type quelconque sans trop se casser les éléments. Donc ici, on attend quelques instants, puis on peut voir que ça l'a bien changé. C'est juste le texte anyway. Ok, je veux plus avoir ça. Et ça c'est correct, c'est pas des choses que nous on va utiliser pour l'instant. Ce que je vais aller voir, c'est le principe de classe associative. Donc, le dernier élément qui nous reste à être capable de visualiser, c'est les classes associatives. Parce que le principe de classe associative, c'est qu'il y a une classe qui est dérivée d'un des liens. Donc, je dois avoir mes deux différentes classes, je dois avoir un lien entre les deux, puis là, je dois avoir un lien qui vient du lien. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a vu jusqu'à date. Donc, ici, si on reprend ce petit exemple-là, parce que c'est semblement le même que ce qu'on a fait. Puis, on va voir ça ici. T'es capable de zoom? Vraiment, tu zoomes juste ce morceau-là? Comment? Merci.
Donc, on a ici la classe student, ok, qui va avec la classe course. Fait que ça ici, c'est la représentation de notre lien qui relie les deux ensemble. Puis ensuite, il va falloir faire un lien entre ces deux liens-là. Donc, on va avoir ici cette syntaxe-là qui va me permettre de dire choisis le lien comme étant la source d'un autre lien. Donc, pour représenter un lien comme étant une source d'un lien, on utilise les parenthèses avec les deux éléments qui sont connectés par le lien. Donc, cette nomenclature-là ici dit sélectionne le lien qui prend student jusqu'à course. Donc, ça veut dire prends ce lien-là, puis à partir de celui-ci, crée un lien qui est pointillé, puis qui va aller jusqu'à enrollment. Fait qu'on peut voir ici que c'est ça qui permet de faire que le lien est pointillé ici, puis qu'il se connecte aux deux. Oui, Francisco? Tu as mis un seul tiret, mais avant, pour relier deux classes, tu avais utilisé deux tirets. Est-ce que ça a changé là? Non, ça change rien. Si je mets deux tirets, ça fait la même chose. C'est juste que tu peux juste mettre un, mais si tu commences à mettre... Puis ça change aussi la manière de faire la présentation. Fait que c'est une bonne question. Là. Si tu regardes ici, quand je mets deux tirets, ça permet de mettre c'est comme si le lien est important puis devrait être utilisé comme dans la présentation de top to bottom. Fait que tu peux voir le changement qui vient de s'opérer entre les deux. Là. On va zoom out un petit peu. Fait que quand j'ai mis les deux liens, je peux-tu juste l'avoir dans le milieu? Ok, parfait, merci. Puis quand j'en mets un, je peux voir que le lien a moins d'importance dans la structure, fait qu'il met de gauche à droite. Fait que tu peux jouer ici avec ces éléments-là pour dicter qu'est-ce que tu veux avoir. Je pense que c'est le même principe si on met juste un point. Puis qu'on ouvre ça pour aller le voir. Là. Ouais, on peut voir ici, juste avec un point, ça fait en sorte que le lien est moins important. Fait que ça fait en sorte qu'ils sont juste un à côté de l'autre. Alright. Parfait, parfait. Le restant, c'est pour changer les couleurs. OK. Donc, c'est pas des choses qui sont super importantes. Puis le restant, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus loin. Fait que c'est pas des choses qu'on va voir tout de suite. Excellent. Ouais, je pense que c'est pas mal ça qu'on a pour aujourd'hui. Ouais. Il y a une dernière chose. Est-ce que ici... Non, c'est pas mal ça. Excellent. Fait que avec ça, vous êtes capable de refaire ça ici, ce petit fichier-là. Je vais aller le mettre dans notre dossier du cours. Donc, je vais aller ici dans notre dossier du cours, dans Fichier. On va se créer un petit nouveau dossier pour le cours d'aujourd'hui. Puis, on va aller mettre notre test class dedans. Donc, encore une fois, si vous allez dans les dossiers du cours, donc on a l'onglet post habituel, mais si on s'en va dans les dossiers, on s'en va dans les matériaux de la classe, on peut aller voir dans le cours 6, puis on a ici le petit exemple que je viens de faire que vous pouvez utiliser pour vous aider. Pour le restant d'aujourd'hui, le but de la journée, ça va être de reprendre la mise en situation qu'on avait vue au cours 3. OK? Donc, reprendre exactement la même mise en situation. Puis, à partir de cette mise en situation-là, faire le diagramme de classe qui est associé au guichet automatique bancaire. Donc, si on se souvient, vous pouvez aller retourner voir dans nos diapositives du dernier cours. Pour construire un diagramme de classe, on veut commencer par identifier les différentes classes. Donc, première ébauche, tu fais juste mettre des noms de classes, puis
tu regardes qu'est-ce qui fit moins avec ça. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à essayer de trouver qu'est-ce qui va aller dans ces classes-là. C'est quoi les différents attributs, c'est quoi les différentes opérations, donc c'est quoi les différentes propriétés, les différentes méthodes qui vont avec chaque classe. Puis après ça, tu peux commencer à travailler sur les différentes relations. Donc, est-ce qu'il y a de la généralisation? Est-ce qu'il y a de l'agrégation? Est-ce qu'il y a juste des liens à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de la composition? Puis à partir de là, tu construis tranquillement ton diagramme de classe. Je m'attends à ce que ça prenne quand même pas plus de temps que qu'est-ce qui s'est passé pour le diagramme des cas d'utilisation. Puis, comme je l'ai dit, j'ai malheureusement un engagement qui fait en sorte qu'il faut que je quitte un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, pour le restant de la période, puis un petit peu plus si au besoin, je veux que vous travailliez sur le diagramme de classe du guichet automatique bancaire. Avec ça, on va pouvoir le corriger ensemble au prochain cours. Puis, on va pouvoir commencer à travailler sur la partie d'évaluation à partir de là. Ça serait ça pour notre partie magistrale. Question, Oui, pardon, je pensais que tu avais juste... Oui, j'avais oublié la petite main, mais j'ai une autre question, désolé. Mais la partie évaluée, ça va être la bibliothèque ou ça va être un devoir? Ça va être la bibliothèque. Donc, le premier travail d'envergure, ça va être la bibliothèque. Puis en fait, c'est ça qu'on va vous demander après. Là, ça va être le même principe. Vous avez fait le diagramme de cas d'utilisation. On va vous demander de faire le diagramme de classe de la bibliothèque. Ces deux éléments-là ensemble vont être votre premier travail remis. D'accord, merci. OK. Excellent. Bon, oui, c'est ça.